C'est l'hiver et je ne peux plus vous montrer les insectes et les fleurs que j'aime vous montrer et d'où je tire la plupart de mes réflexions. Et donc, je regarde beaucoup de vidéastes sur internet et j'aime beaucoup reconnaître certaines des idées qui m'ont moi-même obsédé dans leur propre pensée. Certaines idées autour de laquelle ma propre pensée gravitait fut un temps ou gravite encore. Et je reconnais ce sujet central dans leur pensée. Et donc, aujourd'hui, le vidéaste Frédéric Delavier parle souvent de tous ces principes qui sont des principes de sélection naturelle. Ce sont les principes qui expliquent comment les individus vivants, les êtres vivants qui se reproduisent génération après génération, certains meurent et donc retirent leur patrimoine génétique des futures générations, parce qu'ils n'ont pas la capacité de se reproduire, et d'autres ont la capacité de se reproduire, et donc transmettent leurs gènes. Et donc, puisqu'il y a une petite part d'aléatoire dans la génétique, à chaque génération il y a une petite part d'aléatoire, et une part qui vient de ses parents, chaque nouvelle génération est un peu hasardeuse, mais a un fondement qui est celui des générations d'avant. Et donc à chaque génération, il y a comme ça des petits hasards qui font que certains individus ont plus de chances de survivre et d'autres moins. Et certains survivent réellement et d'autres meurent réellement. Et ceux qui meurent retirent leur nouvelle partie du code génétique des générations suivantes. Et chez Frédéric Delavier, cette réflexion est omniprésente. Pratiquement toutes ces réflexions partent de ce principe fondamental. Et c'est un principe vraiment intéressant. Et je pense que la réflexion autour de ce principe naît surtout, en tout cas chez moi, elle a été très forte au moment de l'adolescence pour comprendre le rapport entre les hommes et les femmes. Et pour comprendre l'excitation sexuelle. D'où vient l'excitation sexuelle? Pourquoi est-ce qu'une forme de poitrine m'excite? Et pourquoi est-ce que d'autres formes ne m'excitent pas du tout? Et l'explication, elle se trouve dans l'explication de la sélection naturelle. Les bonnes formes de poitrine, celles qui ont permis aux femmes de faire prospérer les enfants, eh bien, certains de mes ancêtres préféraient ces poitrines-là à d'autres formes de poitrine, ou à d'autres formes tout court. Et tous ceux qui ont préféré les formes moins efficaces pour nourrir les enfants ont fini par disparaître. Donc je suis le produit, et vous êtes aussi, le produit de millions d'années de sélection des bonnes formes. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que même notre goût du beau, notre goût de notre attirance, est lié à cette question de sélection naturelle. Et alors évidemment ça couvre tout le domaine des muscles. Pourquoi est-ce qu'on a des muscles comme ceci? Pourquoi est-ce qu'on a des os comme cela? Pourquoi est-ce qu'on a ce type de comportement? Pourquoi est-ce que les bruits violents et d'un coup nous attirent? Vous voyez, un oiseau vient d'hurler et tac, j'ai levé la tête. Eh bien il y a tout un tas d'explications. Peut-être que l'individu, à partir du moment où on a compris ce principe, on peut estimer à peu près tout un tas de choses. L'individu qui entend l'oiseau et qui tout d'un coup est attiré par son cri a peut-être plus de chances de réussir à chasser les oiseaux. L'individu qui est effrayé par un bruit soudain a plus de chances de survivre quand il se fait charger par une grosse bête, etc., etc. Tout un tas de comportements des animaux s'expliquent par la sélection naturelle. Et je vous invite à regarder ma vidéo où j'explique comment on fait un chien de combat. Donc là on rentre dans la sélection artificielle. C'est le moment où l'être humain, ayant perçu ce mécanisme, se dit « Mais attends, moi si j'ai envie d'avoir un chien qui fait ceci ou qui fait cela, je peux moi-même sélectionner. » Et donc là, vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment faire un chien de combat. Et c'est assez rapide finalement à faire, au regard de la vitesse naturelle que prend ce processus. Et les Romains le faisaient déjà, les Grecs le faisaient déjà, les Grecs l'avaient compris pour l'humain. Si vous lisez Platon, la République de Platon, il parle de mécanismes de ce genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre de la génétique de précision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre précisément les éléments précis qui rentrent dans ce processus pour comprendre
la structure du processus, pour comprendre ce que va produire le processus. Évidemment, avec une plus grande précision telle la génétique, on apprend tout un tas de manières encore plus performantes de modifier ce processus. Nos ancêtres ont été sélectionnés génération après génération pour aimer l'excitation visuelle, les mouvements rapides qui excitent notre cerveau et pour que ça nous procure du plaisir. Pourquoi ? Pour que nos ancêtres aient envie d'aller à la chasse, qu'ils aiment cette activité, qu'ils la répètent, qu'ils la fassent plein de fois pour nourrir leur famille et qu'ils aiment ça, qu'ils aiment chasser. Et le jeu vidéo, c'est un simulacre d'excitation visuelle et auditive qui vient satisfaire cet instinct. Et le montage d'une vidéo, pareil. Le montage, les coupures nettes, les changements de plan, soudain, comme ça, tac, 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 enfin pas comme ça du coup. Les changements de plan, de valeur de plan, un truc très près, un truc très loin, un truc moyennement près, un personnage, un objet, un truc, un machin, ça excite notre cerveau, ça nous rend heureux. Et vous pouvez le faire vous-même, tout seul, en regardant un objet très près, un objet très loin, un objet très loin, les montagnes, les nuages, la fleur, l'arbre, le flocon qui passe, la chose, le machin, le truc. Et en excitant comme ça votre cerveau, vous allez provoquer un bonheur immédiat, un shoot de plaisir. Si on tire cette réflexion, on peut se dire, tiens, on voit qu'un bruit violent va provoquer chez les mammifères un sursaut soudain d'adrénaline. Car tous les ancêtres de ces mammifères qui n'ont pas eu ce saut soudain d'adrénaline sont morts et donc n'ont pas pu transmettre leur gène de la non-peur et ce critère qui était la non-peur des bruits soudains et des bruits violents. Et donc on sait qu'un bruit très violent d'un coup va provoquer chez pratiquement tous les mammifères une surdose d'adrénaline soudaine. Et donc vous voyez, on a un modèle comme cela, on a des entrées, un bruit violent, un effet de base, on a un percepteur qui est l'être humain, qui perçoit ce bruit violent, et on a une réaction qui est le saut d'adrénaline. Et là, il peut y avoir une variété dans les types de réactions, car plusieurs réactions parfois sont efficaces dans la nature pour réagir. Peut-être d'un coup une contraction soudaine des muscles, peut-être une fuite d'un coup incontrôlée, peut-être une mise en boule tout d'un coup incontrôlée. On peut avoir imaginé différents types de réactions. Mais on a ce modèle. Une entrée va provoquer une réaction. Et donc si on connaît suffisamment toutes les entrées et toutes leurs réactions, on peut télécommander les humains. On peut, si on a le moyen de générer des entrées, provoquer des mouvements dans les populations humaines. Et donc là, on rentre dans le contrôle de masse. Et une des actions finales qui est la plus recherchée, où il y a le plus d'efforts mis pour connaître quelles sont les entrées qui vont provoquer cette réaction, et bien cette réaction, c'est l'acte d'achat. L'acte d'achat est étudié par des myriades et des myriades de personnes qui étudient ces choses pour comprendre quelles sont les entrées Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de rouge? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de choses comme ceci, comme cela? L'acte d'achat, en gros l'investissement, faire que l'autre se dit « Ah, je vais mettre mon argent, je vais mettre mon énergie, mettre ma force là-dedans », l'acte d'achat est la chose qui est vraiment extrêmement recherchée. Et en réalité, pas que l'acte d'achat, il y a tout un tas de comportements qu'on essaie d'étudier pour savoir quels sont les effets qu'on doit faire dans le monde pour provoquer cette réaction des êtres humains. Et donc ce sujet, si on veut comprendre les manipulations de masse, que ce soit dans la politique, dans le marketing, dans tout un tas de domaines de contrôle des êtres humains et des êtres vivants, mais surtout des êtres humains, je pense que cette compréhension de la sélection naturelle est essentielle. Il est essentiel, si on veut vraiment comprendre le contrôle des masses, de comprendre les mécanismes de base de la sélection naturelle. Les autres êtres vivants sont soumis aux mêmes règles. Et ces autres êtres vivants font partie de notre environnement, et de parties très importantes de notre environnement. Notre énergie, on la tire d'autres êtres vivants. On chasse d'autres mammifères ou d'autres reptiles ou d'autres oiseaux pour se nourrir. Et eux-mêmes consomment des baies qui sont d'autres êtres vivants qui eux-mêmes sont soumis à la sélection naturelle. Donc, l'homme n'est pas tout seul dans un environnement auquel il doit s'adapter. L'homme s'adapte à un environnement qui s'adapte à lui. Et parfois, on a
convergence des besoins, et donc on obtient une symbiose. L'autre être vivant va fournir quelque chose, et nous allons lui fournir quelque chose, et les deux vont tirer profit de cet apport, et donc il va y avoir symbiose et coopération. On va profiter mutuellement, et donc par sélection naturelle, génération après génération, cet aspect profitable de la manière de se comporter des deux êtres vivants va être augmenté, et donc on va obtenir une symbiose. Et parfois, il y a prédation. Parfois, il y a divergence de l'intérêt. Le cerf a envie de ne pas se faire planter une lance dans le torse. Donc le cerf, il va se mettre à courir plus vite. Et l'homme va évoluer pour réussir à continuer à manger des cerfs, si c'est nécessaire. Donc il va continuer, il va évoluer. Et donc il y aura une sorte de guerre, de concurrence évolutive pour certains rapports entre certains êtres vivants. Et cette partie est très intéressante parce que souvent, la base de cette réflexion, enfin, la plupart des gens confrontés à cette réflexion de base se disent « Oui, alors il faut être le plus fort, il faut vraiment être violent avec tout pour vraiment dépasser tout. » Mais non, c'est pas du tout ce que... Enfin, c'est pas que c'est pas du tout, c'est que c'est pas vraiment central dans la réflexion sur la sélection naturelle, puisque énormément de rapports entre les êtres vivants sont des symbioses. Et parfois, il y a des symbioses un peu complexes parce qu'elles se tiennent non plus sur deux êtres vivants, elles se tiennent sur tout un cycle. Et là, elles deviennent difficiles à vraiment décrire, mais on peut imaginer que c'est le cas. Et plus qu'imaginer, c'est-à-dire que l'homme, par exemple, va consommer des cerfs, et donc les cerfs vont impérativement vouloir fuir les hommes, mais les cerfs peut-être provoquent des effets sur la végétation qui derrière avantagent aussi les hommes. Donc, si l'homme se met à éradiquer les cerfs, ce qui est son intérêt premier pour manger, eh bien peut-être qu'il va c'est-à-dire par une symbiose qui est plus qu'entre deux individus, provoquer un effet négatif sur son environnement. Et donc, certaines symbioses se font entre deux espèces, et certaines, qui sont des biotopes, qui sont des environnements stables, se produisent entre beaucoup d'espèces, qui toutes, avec tous leurs rapports, forment un environnement stable ou à peu près stable, en tout cas stable sur une certaine durée, sur plusieurs générations. Et un autre exemple de symbiose que j'aime beaucoup, c'est la symbiose entre les fourmis et les pucerons. On pourrait se dire, ah mais les fourmis exploitent les pucerons, sauf que les pucerons ont été sélectionnés, se sont sélectionnés eux-mêmes génération après génération, et en fait ils ont été sélectionnés par les fourmis, entre autres, pour produire du miel là, c'est-à-dire ils sointent un peu plus de sucre et ça ne leur sert à rien de prime abord, juste s'ils étaient tout seuls, ça ne leur sert à rien de sointer ce sucre. Mais ce sucre, ils le sointent et les fourmis viennent le consommer. Et il se trouve que les pucerons qui sont pris en charge par des fourmis sont mieux protégés. Ils ont une défense contre les prédateurs des pucerons, puisque les fourmis vont protéger ces pucerons qui leur donnent du sucre. Et donc là, on a un acte qui est proche vraiment d'élevage, et même d'élevage avec sélection artificielle. C'est-à-dire que si on considérait que les fourmis étaient des hommes, on dirait qu'il y a sélection artificielle, puisque les fourmis, en protégeant certains pucerons, qui sont précisément ceux qui donnent plus de sucre, les fourmis ont fait que les pucerons, génération après génération, se sont mis à donner plus de sucre. Et donc, on a génération après génération une sélection des pucerons qui fournissent plus de sucre, puisque les fourmis vont protéger davantage et vont prendre dans leurs élevages de pucerons davantage et vont plus avoir le souhait de protéger ces pucerons que les autres. Et peut-être que les pucerons qui, il y a fort longtemps, ne produisaient pas de sucre, eh ben, il y avait des fourmis à côté, ces fourmis n'ont pas protégé ces pucerons et ces pucerons sont morts, ont été éradiqués. Alors, il reste tout un autre tas d'espèces que les fourmis n'exploitent pas. Mais dans le cas des pucerons, il y a vraiment eu une symbiose, une entraide mutuelle. Les pucerons fournissent du sucre, plus que leurs besoins à eux, et les fourmis fournissent de la défense. Quelque chose que les pucerons auraient pu, s'ils avaient fait comme la plupart des autres êtres vivants, s'ils avaient évolué pour augmenter peut-être la taille de leur carapace, pour augmenter certaines défenses, des mâchoires, des choses comme ça, ils auraient pu peut-être évoluer pour assurer eux-mêmes leur défense. Sauf que la route la plus proche d'un système de défense correct pour les pucerons fut la route qui consiste à utiliser la force des fourmis
en échange de nourriture, en échange de sucre. Et donc c'est incroyable de se dire que effectivement cette symbiose ressemble à une sélection artificielle. Alors on l'a dit naturelle parce que nous ne sommes pas des fourmis et que artificielle on l'utilise pour parler de tout ce qui est notre espèce. Mais si nous étions des fourmis, si j'étais une fourmi, je pourrais dire et que j'étais doté des capacités pour percevoir tout ça, parce qu'évidemment j'ignore comment les fourmis perçoivent tout ça. Mais du point de vue des fourmis, la sélection des pucerons fut une sélection artificielle. Les fourmis ont choisi, ont pris sous leur aile certains pucerons, et voilà. Par contre, elle n'est pas drastique, c'est-à-dire je pense pas qu'il y a d'épisodes par exemple où les fourmis, ce serait à étudier. Est-ce que les fourmis jettent certains pucerons de leur propre élevage? Est-ce que les fourmis pratiquent une sélection artificielle à l'intérieur d'un élevage déjà présent? Ça, je sais pas. Moi, la chose que je décris, c'est que la fourmi va préférer élever certains pucerons puisqu'ils sont sucrés. Elle va se dire, bah ça vaut la peine. Et c'est même pas qu'elle va se dire, c'est que celle qui ne le fait pas va disparaître. Et donc il y a sélection mutuelle, vous voyez. Si vous regardez une ronce, ces fruits rouges ont vraiment évolué pour prendre des propriétés qui vont nous attirer, pour nous donner envie de les manger. Et ces tiges ont vraiment évolué pour obtenir des propriétés pour nous repousser, pour pas qu'on arrache la plante. Et donc, tous les êtres vivants qui vivent dans un milieu commun et qui interagissent ont évolué en réponse les uns aux autres. Et donc ça forme une grande chaîne de réponses, une grande chaîne de causalité évolutive entre tous les êtres vivants qui se répondent les uns les autres. Et toutes leurs manières d'être et de vivre se répondent les unes aux autres. Le fait que je parle, moi, dans cet environnement, dans la neige, et que peut-être que mes instincts ancestraux de mammifères sont habitués à se méfier peut-être d'un prédateur caché dans les buissons, peut-être de je ne sais quel danger, eh bien je pense que ça modifie ma façon de parler. Ça modifie mon comportement, et peut-être que mon improvisation, ma manière de parler, est vraiment modifiée par l'environnement qui m'entoure, car ça réveille certains instincts, peut-être inconscients, peut-être un peu conscients, de comment réagir à ce qui m'entoure. Et je suis persuadé, parce que je l'ai ressenti, parler à sa caméra dans une pièce fermée, avec des murs blancs et aseptisés, ce n'est pas la même chose que de parler à sa caméra en marchant dans un environnement avec des grands arbres, avec tout un tas de choses. Alors là, l'explication, elle est peut-être qu'elle n'est pas directement liée non, elle est toujours tout ce qui se passe pour un être biologique, et il y a toujours un lien de proche ou de loin à la sélection naturelle. Mais est-ce que c'est puisque le fait de marcher active certaines zones du cerveau? Peut-être que c'est la chasse. Le fait de marcher, ça active peut-être chez le mammifère que je suis certains instincts de chasseur, certaines structurations de la pensée liées à la chasse. Peut-être que ça active dans mon cerveau certaines actions liées à la crainte de danger. Peut-être que ça active dans mon cerveau tout un tas de mécanismes. Et donc voilà. Alors je peux pas dire que c'est pour cela que je fais mes vidéos à l'extérieur, mais je sais et je le sens que faire mes vidéos en marchant et à l'extérieur, ça modifie ce que je dis. D'ailleurs, encore plus peut-être précis et quelque part intime, parce que la chose sur la marche, je l'ai déjà entendue. Les Grecs en parlaient déjà, de penser en marchant, que ça apportait quelque chose. Mais moi, je pense que ma pensée et la structuration de ma pensée est liée aussi au climat. L'hiver, je ne pense pas les mêmes choses que le printemps, et l'été et l'automne. Alors, discerner exactement quels sont les sujets et les divergences, c'est compliqué. Mais il est sûr que l'hiver, j'ai une tendance à me renfermer. Alors, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est biologique? Ça paraît être quand même avoir beaucoup de raisons d'être biologique. Est-ce que le mammifère que je suis n'a pas une tendance à être beaucoup plus agressif envers l'extérieur pendant l'hiver, puisqu'il y a un manque de ressources en hiver. Il y a un danger de se faire agresser par une chose, et tout peut vite tourner à la catastrophe quand on est exposé à une nature sauvage. Donc, peut-être que l'hiver, mon cerveau prend des mécanismes de défense, de réserve,
et d'agression envers le monde extérieur. Et le fait de parler à une caméra et de diffuser mon image sur Internet, ça réveille peut-être certains mécanismes d'ouverture à l'extérieur, qui est du coup un danger pour mon esprit, qui est entouré de neige et qui ressent le froid glacial sur ses pieds, même si j'ai des bottes. Et donc, je pense que ce type de choses induit une modification de ma pensée. Et pour le printemps, je pense que le printemps, avec son foisonnement, alors bon, évidemment, on aurait l'opposition à la pensée que j'ai eue en hiver, d'un coup, un retour de ressources, des ressources, des fleurs qui réapparaissent, une possibilité de manger des végétaux qui réapparaît. Mais, alors là, c'est plus, enfin, c'est peut-être aussi lié à ça, mais au printemps, il commence à y avoir une variété tout d'un coup dans les choses. Une fleur, un insecte, une chose qui passe, machin. Et peut-être que mon esprit commence à se refractionner en plein de possibilités. Et donc on a un retour d'une rêverie comme ça au printemps. Et l'été est un retour d'une certaine austérité. Pas aussi forte que l'hiver, mais une certaine stabilité. Il y a un moment en été où les choses, où les nouvelles plantes commencent à se calmer. Il y a comme ça un apaisement des nouveautés, un apaisement des choses qui se produisent. Et évidemment, la chaleur et la sécheresse sont peut-être aussi des climats qui poussent certains comportements, à la fois de réserve, à la fois de... Voilà, parce que ce sont aussi des dangers. Pour mon cas et mon environnement, il est clair et sûr et certain que l'hiver est un bien plus grand danger que l'été. Mais pour mes ancêtres très lointains, je ne peux pas en dire autant. Peut-être que certains de mes ancêtres très lointains ont été confrontés à des étés dangereux. Tout ça pour vous dire que même ma pensée, même ce qui se produit voilà, à tout instant, même la façon de s'exprimer, je pense qu'on peut réfléchir et essayer de comprendre comment est-ce que ce prisme de la sélection naturelle influe sur nos manières de penser, de s'exprimer, notre rapport à toutes les choses. Et finalement, tout ce qui fait notre être. Je ne sais pas si c'est tout ce qui fait notre être, mais en tout cas, énormément de choses qui font notre être. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit à vous et un bon hiver. Au revoir.